Commencer par faire avec vous le bilan des Jeux Olympiques de Paris 2024, même si tout n'est pas terminé. Un bilan qui mérite une médaille d'or pour les policiers, les gendarmes, estime Gérald Darmanin. Tout s'est formidablement bien passé, ajoute Tony Estanguet. C'est aussi ce que vous nous dites ce matin, Jean-Christophe Couvi. Bah oui, écoutez, je reprends la phrase de Napoléon, impossible n'est pas français. Voilà, on nous a donné effectivement une feuille de route, on nous avait dit que organiser les JO avec une telle attente, avec une cérémonie d'ouverture qui n'a jamais été faite auparavant dans le monde des Jeux Olympiques était impossible. Certains avaient dit même criminel. Voilà, on a juste démontré encore une fois qu'il ne faut pas se sous-estimer, que la police française elle est au niveau, les hommes et les femmes qui la composent sont là, étaient en attente et justement on n'aime pas trop qu'on les sous-estime et qu'on les dénigre. Voilà, donc nous on a relevé le défi, j'allais dire réussi, et en fait on démontre tout au monde entier le savoir-faire français. Et est-ce qu'on a tourné très concrètement la page de cet événement qui a peut-être entaché la gestion de la sécurité en France? C'était la finale de la Ligue des Champions en 2022. La finale de la Ligue des Champions, c'était en fait une référence. Il faut toujours apprendre de ses erreurs. On voit bien qu'il peut y avoir des couacs. Il faut savoir les gommer. Donc on a bien compris on a analysé ces erreurs, on a fait un retour d'expérience, on a su gommer ça. Et surtout, ce qu'il fallait voir, c'est que la Ligue des Champions, elle avait été organisée à la va-vite en fait. Si vous vous rappelez bien, c'était la guerre en Ukraine et Russie. Ça devait avoir lieu, je crois, en Russie. Et du coup, on avait tout remis sur Paris. Et donc, il a fallu faire ça à la va-vite. Voilà, on a corrigé. Enfin, mes collègues, vous savez, on a un haut niveau de technicité en France. Encore une fois, la police nationale a un haut niveau de technicité. Et quand on se compare, j'allais dire, avec les polices du monde entier, on se rend compte qu'on est vraiment au top niveau des polices. Mission quasi accomplie. Comment les forces de l'ordre ont-elles vécu ces JO de Paris? Quels sont les commentaires qui vous remontent des équipes de terrain? Alors déjà, il faut souligner que toutes les forces de l'ordre ont sacrifié leur vie familiale, leur congé d'été aussi, comme tout citoyen ou tout travailleur, on avait le droit de poser des congés, sauf que là, on nous avait dit non, 100% de présence. Donc il a fallu déjà revoir un peu toute la logistique familiale, c'est très compliqué, tout le monde n'a pas des grands-parents pour garder les enfants. Donc les collègues sur le terrain sont quand même très contents de participer à ce moment historique. Voilà, c'est vrai que c'est une fois, ils nous le disaient, une fois dans votre carrière, peut-être une fois dans votre vie, de participer à l'histoire, d'être là présent et surtout d'avoir ce lien avec les Français. Voilà, on a vu que quand on se parlait... J'allais vous l'évoquer. Il y a eu ces images touchantes, sympathiques, de complicité entre les forces de l'ordre et les visiteurs, notamment dans la capitale. On n'a malheureusement pas l'habitude d'y assister assez souvent en France. Là, vous a fait plaisir. C'est aussi cela qui redonne du sens à votre mission? Bah oui, en fait, c'est cette perte de sens qui malheureusement, qui touche, j'allais dire même toute la fonction publique. C'est pas que la police. Voilà, quand vous travaillez dans un service public, il y a le mot service. Et à un moment donné, quand vous êtes plus au service, mais vous êtes au service de la productivité, là, on nous demande de produire de la sécurité avec des objectifs chiffrés, la politique du chiffre. On voit que c'est catastrophique. Et en revanche, quand on revient, j'allais dire, à avoir fait l'école du bon sens et qu'on se dit tiens, on va peut-être avoir un dialogue parce que les Français, c'est ce qu'ils veulent aussi avec leur police. Ça veut dire qu'ils ne la connaissent pas. Et ça veut dire qu'on ne se connaît pas. On se connaît que dans certaines missions, des missions répressives. Mais en fait, quand on a des missions justement auprès des Français où on peut leur parler avec eux, se découvrir, on voit qu'en fait tout redevient normal et que le comportement change. Et surtout, c'est qu'il ne faut pas donner trop d'importance à certaines personnes qui n'arrêtent pas de dénigrer la police, qui font entre guillemets du police bashing à longueur de journée parce que pour eux, ça leur amène des voix. Voilà, les Français se sont réconciliés, mais ça, j'avais pas de doute, avec leur police. Et on voit bien aussi que ce petit miracle, c'est que la police, vous l'avez vu, elle est métissée. Elle a plusieurs cultures, elle a plusieurs religions. Elle est à l'image des Français. Elle est à l'image des Français. La police, c'est le miroir de la société. Et puis alors Paris méconnaissable, transformé en carte postale. Les Parisiens eux-mêmes n'avaient jamais eu ce sentiment d'être à ce point en sécurité. On a vraiment tous les indicateurs de la délinquance qui ont diminué pendant la compétition ou pas? Alors oui, les indicateurs ont diminué. Alors effectivement, on avait fait la préfecture avait prévu des bulles de sécurité où on a mis énormément de forces de police, on a mis des forces visibles. Donc encore une fois, on voit bien que
que quand on est présent sur le terrain, quand on occupe le terrain, effectivement, on fait reculer la délinquance. Après, il faut pas se leurrer. On est allé aussi voir nos collègues qui sont restés en province, qui avaient moins de forces de l'ordre à disposition et qui, eux, ont fourni aussi un effort surhumain, quoi, parce que effectivement, il y a une partie de la délinquance qui s'est volatilisée sur le littoral, par exemple. Il y a eu des déserts policiers dans le pays, finalement? Alors, c'est pas des déserts, mais surtout, c'est que quand vous travaillez à 100% et que vous n'avez pas de complément, de renfort, ben forcément, à un moment donné, vous fatiguez. Et vous, par exemple, au Sable d'Olonne, la semaine dernière, les OPJ travaillent la journée et la nuit, ils sont d'astreinte de nuit. C'est-à-dire qu'on vous réveille dans la nuit parce qu'il y a une affaire. Donc en fait, vous ne dormez pas, vous accumulez du sommeil, vous accumulez de la fatigue. Et tout ça, effectivement, c'est préjudiciable après à bien travailler, en fait. Est-ce qu'on ne risque pas de vite déchanter mi-septembre? Paris retrouvera tous ses problèmes. J'en cite quelques-uns. Le crack au nord de la capitale, les pickpockets et les violences sur le Champ de Mars, les agressions nocturnes. Ah ben, il faut justement, là, en fait, si vous voulez, il faut que cette période-là serve de référentiel pour l'avenir. On a vu que quand on voulait, on pouvait. On a le mode opératoire d'une vie beaucoup plus allégée, tranquille. Et je pense que les Parisiens, mais les citoyens de France et les Français ont besoin justement d'avoir un moment apaisé et de retrouver la tranquillité des rues. Donc effectivement, on sait ce qu'il faut faire. Voilà, il faut des effectifs. Les effectifs, ça se produit pas comme ça. Mais vous avez foi en l'idée que ça va se poursuivre? Ah, mais moi j'aimerais, oui, effectivement. Et maintenant, c'est le prochain, j'allais dire, le prochain enjeu, c'est de retrouver cette paix sociale, entre guillemets, qu'on a connue pendant 15 jours et de la dupliquer sur tout le territoire. Mais ça se fera grâce aussi aux forces de l'ordre, mais aussi à la volonté politique. Voilà, ça va peut-être passer par du recrutement encore plus d'effectifs. Là, on a eu des élèves, par exemple, Garin de la Paix, qui sont venus sur Paris. Imaginez, le premier contact avec la police. Vous êtes à l'école de police et vous découvrez ça, vous découvrez votre travail et ça vous donne pour l'avenir de la confiance. On va parler des primes qui vont être versées aux forces de l'ordre en contrepartie de l'engagement exceptionnel de tous ces agents, de tous ces policiers. Dans certains cas, ça va jusqu'à 1 900 €. Vous allez être particulièrement vigilant sur leur versement? Ah bien sûr, on ne peut pas nous décerner une médaille d'or pour avoir participé au JO et d'avoir effectivement monté le niveau de sécurité et de notre côté ne pas nous payer nos primes. Là, on ne comprendrait pas. Donc en fait, on a demandé un haut niveau d'investissement de tous les policiers et les gendarmes en France. Et donc oui, on attend à ce que les primes soient versées avant la fin de l'année, comme prévu, comme on nous a promis. Et encore une fois, si la promesse n'était pas réalisée, je pense qu'il y aurait de graves soucis dans les forces de l'ordre. Et cela ne risque pas de se faire au détriment d'autres investissements dont la police a besoin également en termes de matériel? C'est là où il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'il y a des coupes franches, on l'a bien vu même cette année, coupes franches dans le budget. Donc oui, on a besoin de ces primes-là parce qu'encore une fois, on s'est investi, donc c'est normal. C'était une attente et nous on avait négocié ça pour nos collègues. Maintenant, il ne faut pas que la police se paupérise. Quand on a vu qu'il y a eu un grand effort de fait les dernières années pour avoir une police à niveau avec des nouveaux véhicules, des moyens, si aujourd'hui on va reprendre du retard parce qu'on va geler les crédits et qu'on revient dans ce mauvais concept de dire bon voilà, vous avez eu ça, maintenant vous allez faire ça avec quelques années et puis on reviendra dans 10 ans, mais forcément vous allez avoir par exemple un parc de véhicules qui va se détériorer très rapidement. Un dernier mot sur les Jeux Olympiques pour dire bravo aussi aux athlètes qui émanent de la police nationale. 5 médailles, dont une en or, 2 en argent et 2 en bronze. Bah oui, bravo. Vous êtes fiers ? Ouais, on est fiers, mais parce qu'en fait, encore une fois, la police, c'est une vitrine. Et pendant longtemps, on a laissé justement le sport de côté dans la fonction publique. Et on trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, ça valorise le métier de policier. On voit justement des visages d'athlètes, des jeunes qui touchent. D'ailleurs, c'est encore une fois, je vous dis, tout est multiculturel, c'est comme ça, c'est la société. Et en fait, ça donne une bonne image et ça valorise. Et ça nous fait du bien. Et ça participe aussi à ce rapprochement police-population. On va revenir à la sécurité du quotidien. Le quartier de Pissevin à Nîmes, symbole des maux dans nos banlieues françaises, là où se concentre la pauvreté, les trafics. C'est là aussi que le jeune Fayed, 10 ans, est mort il y a près d'1 an, atteint par une balle perdue au cours d'une fusillade. Un quartier qui entame donc aujourd'hui une transformation qui va durer 3 ans, 270 millions d'euros et des bulldozers pour raser certains immeubles du quartier. Est-ce que pour vous, ce type de travaux, alors que ce soit à Nîmes, dans le quartier de Pissevin ou ailleurs, sont de nature à changer les choses, à changer la délinquance dans le quartier, à l'éliminer et à améliorer le quotidien des habitants qui vivent un calvaire chaque jour?
Alors je pense que oui quand même, parce que c'est vrai que quand vous vivez dans de bonnes conditions, forcément ça change aussi votre perception des choses. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous en faites? C'est-à-dire qu'on va vous livrer quelque chose de propre, de neuf. C'est à vous aussi de faire fructifier ça. Quand vous voyagez un petit peu, vous allez dans les pays étrangers. Moi, j'étais il y a pas longtemps dans les pays de l'Est. J'ai vu des gens qui vivaient dans des conditions, très 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 moyennes, hein, mais par contre qui prenaient soin de leur environnement, de leur habitation. Et là, il faut repenser la façon de voir les habitations. Quand on intervient, par exemple, en tant que policier dans certains quartiers, on voit que c'est des coupes-gorges, que souvent il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie. Et pour nous, c'est très compliqué. Donc en fait, l'architecture doit aussi se faire en fonction des besoins d'intervention de la police, des pompiers. Il faut aérer, il faut surtout après être ferme avec les familles, j'allais dire, qui sont à l'intérieur et qui, par exemple, donneraient une mauvaise image ou alors vont pourrir, j'allais dire, le quotidien des autres familles. Eh bien, il faut avoir le courage, celle-là, de leur dire, vous partez. Vous partez. Mais c'est suffisant? Ça vous donnera déjà des bons stimuli, j'allais dire, et puis suffisant. Est-ce que les sanctions, la justice doit pas elle aussi être bien plus forte? Ça doit être la normalité. C'est-à-dire que la police effectivement doit intervenir et la justice derrière doit être très sévère. Mais je pense qu'il faut repenser aussi la façon de travailler entre police et justice. On voit bien aujourd'hui que chacun regarde son prisme. Ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement quelqu'un s'intéresse réellement au travail entre les policiers et les magistrats et qu'on refonde un petit peu cette chaîne judiciaire. La délinquance au quotidien elle est aussi marquée par l'explosion du nombre d'agressions antisémites dans le pays depuis le 7 octobre dernier. On en a eu encore une malheureuse démonstration il y a quelques jours à Montpellier. Un vacancier de la région parisienne qui a été violemment pris à partie alors qu'il se trouvait dans un tramway. Un individu lui a demandé à plusieurs reprises s'il était juif avant de le rouer de coups. Alors on peut démanteler des réseaux de trafiquants de drogue, on peut avoir une prise réelle sur certains faits de délinquance, mais comment on peut avoir une prise sur des idées nauséabondes qui infusent la société? Est-ce qu'on est contraint aujourd'hui à voir l'antisémitisme exploser dans notre société avec sans cesse des grandes phrases répétées par nos politiques du type « l'État ne cédera pas, l'État aura la main lourde contre ses agresseurs ». Alors déjà, c'est factuel. Plus 300% d'augmentation d'actes antisémites en France, donc ça on peut pas le nier. Maintenant, ce qui est cette atmosphère un peu de nauséabonde, effectivement, où on monte les uns contre les autres en fonction de sa religion, c'est détestable et ça démontre surtout qu'on a une société qui est en train de s'affaisser, dont les valeurs s'affaissent. Ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qui est infusé dans la tête des gens. Et ça passe par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit bien que ce qu'on nous enseigne, à la rigueur, c'est de l'ignorance. Les gens ne pensent pas par eux-mêmes, ils scrollent, donc ils regardent, ils passent d'une image à l'autre sans entrer dans la profondeur, sans prendre justement du recul sur les choses. Et il faut lutter contre ça. Il faut lutter aussi contre les idées toutes faites. Et ça incombe aussi à nos hommes et femmes politiques. Et aujourd'hui, je pense que certains sont pas au niveau. Et en fait, on fait un amalgame de tout. Voilà, ce qui se passe très très loin de la France, ça doit pas arriver et infuser dans notre territoire. Il faut arrêter toujours d'entretenir cette haine entre les gens, entre les peuples. C'est le symbole de la République. En fait. Justement, Jean-Christophe Couvi, on va évoquer ce qui s'est passé en Grande-Bretagne cette fois avec les émeutes qui ont secoué le pays, les pires depuis 13 ans, pendant quasiment une semaine. Comment vous analysez ce qui s'est passé là-bas, les origines de cette crise, sa gestion aussi par les forces de l'ordre? L'analyse est simple, c'est encore une fois quand vous avez une société qui bouillonne, une société qui se cherche, et que de l'autre côté vous avez effectivement des extrêmes qui profitent de cet angle de faiblesse, de ces angles morts. Mais effectivement, à un moment donné, quand ça bouillonne, ça déborde. Là, on a vu que on a une société qui est fracturée. C'est plus le Royaume-Uni, c'est le Royaume un peu désuni d'ailleurs, puisque c'est très communautarisé. Alors en France, si on peut faire un parallèle, ça peut nous arriver, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là parce que justement, il y a cet aspect républicain et de laïcité. Et que ça, c'est un trésor qu'on doit garder dans notre pays. Cet aspect de laïcité, on ne doit pas céder. Voilà, certains essaient de faire casser la digue, j'allais dire, et on doit vraiment être ferme par rapport à ça. Le point commun, néanmoins, c'est la crise migratoire qui est traversée par les deux pays. Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a des discours qui disent, par exemple, que il y a des sentiments d'insécurité, etc. Et les gens vivent dans la réalité et se rendent compte par eux-mêmes que la société est en train de changer, le regard change, et effectivement, cette dichotomie entre le discours politique et la réalité de certaines personnes. Et donc, ce que les gens demandent, c'est l'égalité de traitement. Et effectivement, cette société, elle est en train de bouger et c'est compliqué, surtout quand toute la journée, vous avez des fake news qui entretiennent justement cette haine et qui fait un focus sur des boucs émissaires.
Merci Jean-Christophe Couvi, vous êtes secrétaire national du syndicat de police Unité. C'était ce matin votre grande interview sur CNews et sur Europe 1.